Bonjour tout le monde, bienvenue à Histoire de passer le temps. Je me présente, Chloé Poitras-Raymond. Je serai votre animatrice pour l'émission d'aujourd'hui. C'est le fun, on a une petite musique en background. Donc une fois de plus, je suis bien entourée avec une belle équipe de chroniqueuses et de chroniqueurs. On va ouvrir l'émission d'ailleurs aujourd'hui avec Clément Broche. Ça va venir nous présenter le Festival panafricain d'Alger de 1969. Oui, tout à fait. Bonjour Chloé. Bonjour. J'ai également deux autres chroniqueurs à l'extérieur. Donc d'abord Rosalie Racine qui va venir nous parler de maternité sous le nazisme après la pause. Et on va terminer l'émission avec Ken Nguyen Yun qui nous parlera de l'opération d'évacuation Baby Lift et Frequent Wind à la fin de la guerre du Vietnam. Et je suis accompagnée aujourd'hui à la régie de Julien Lehoux. Allô Julien. Allô Chloé et allô Clément. Allô? Salut Julien. Vous allez bien? Ben oui, on va bien. Ben parfait, tant mieux. On va commencer tout de suite l'émission. Tu poursuis cette semaine une série de chroniques sur les festivals africains de 1960-70 et tu nous parles aujourd'hui du festival d'Alger de 1969. Tout à fait, le premier festival panafricain d'Alger de 1969. Pour nos auditeurs les plus fidèles qui auraient été parmi nous, je pense il y a 3 semaines maintenant, donc j'avais effectivement proposé une première chronique sur le premier festival mondial des arts noirs de Dakar en 1966. Et donc là, on continue aujourd'hui avec le festival d'Alger, donc 3 ans plus tard en 69. Les 2 dernières chroniques portant donc sur le festival Zaïre 74 et Lagos 77, qui seront l'objet de 2 prochaines chroniques. Super. Simplement, pour rappeler les faits, en fait, la fois dernière, ce fameux festival revenir brièvement sur ce fameux festival de Dakar en 66, on avait pu voir au cours de ma dernière chronique qu'il y avait eu certaines critiques qui avaient été émises à l'encontre de Dakar, notamment le fait que l'organisation du festival à travers le président sénégalais Léopold Sédar Senghor était trop proche de l'ancien pouvoir colonial français. On a reproché également au festival de ne pas être assez engagé et aussi d'être trop élitiste. Il y avait donc l'aspect révolutionnaire était manquant un peu, là. On était vraiment sur quelque chose de très culturel, mais en même temps c'était une première pour le continent africain, mais on était dans quelque chose de totalement différent de ce qu'on va avoir avec Alger en 69. Et on avait également la problématique des pays du Maghreb qui s'était posée, puisqu'on était dans le cadre d'un festival des arts noirs. Là où le festival d'Alger se veut avec une véritable dimension panafricaniste qui engloberait l'ensemble des cultures africaines, y compris donc celle d'Afrique du Nord. C'est comme ça en fait que ce festival apparaît comme une sorte de réponse à Dakar en 66, puis on verra un petit peu plus tard dans la chronique qu'on a des artistes justement qui avaient refusé de se rendre à Dakar, qui vont se produire durant le festival panafricain d'Alger. Simplement, pour bien comprendre dans quel contexte va se dérouler le festival, il faut présenter ce qu'est Alger à la fin des années 1960. Et la ville, en fait, est devenue, en quelque sorte, la capitale des révolutionnaires de la planète. On va y trouver des mouvements de libération aussi divers donc, que le Viet Cong du Sud-Vietnam qui lutte, en fait, au même moment contre les Américains au Vietnam. On a l'Organisation de libération de la Palestine, le Fatah, l'ANC sud-africain. On a aussi les organisations qui luttent toujours pour leur indépendance sur le sol africain avec des pays comme le Mozambique, l'Angola, la Guinée-Bissau ou encore le Zimbabwe. Oui. On a les antifascistes également, l'opposition à Franco en Espagne, donc des Espagnols qui sont présents à Alger. Et on a 2 représentants, mais qui ont le plaisir de jouir d'une représentation officielle de la part des autorités algériennes. On a 2 représentants du Front de libération du Québec. Rien de moins. Ouais, qui se trouvent également à Alger à cette époque, mais c'est simplement pour bien comprendre que l'ensemble des mouvements de contestation révolutionnaire ou de libération de la planète ont tous leur bureau à Alger. Ils sont tous la bienvenue, en fait, là, à cet endroit-là. Ils sont tous le bienvenu. On a eu, quelques années auparavant, on a eu un peu le même phénomène avec Cuba et la Havane, où en fait la Havane a abrité de la même manière tous ces mouvements de libération. À la fin des années 60, donc ça se passe à Alger. En fait, ces mouvements de libération, s'ils n'ont pas nécessairement beaucoup de représentants dans leurs locaux, ils vont accueillir des réfugiés parfois menacés dans leur pays, et ils vont surtout accueillir des militants qui vont former aux techniques de combat, aux techniques de guérilla. Donc il y a quand même un rôle actif qui se joue là au sein de ces organisations à Alger. On a d'ailleurs
Amilcar Cabral, qui va être l'artisan de la future indépendance en fait de la Guinée-Bissau et du Cap-Vert, qui est présent au festival panafricain et qui va prononcer en fait cette phrase qui va rester célèbre et qui illustre bien le Alger de cette période. Il va dire: les catholiques vont au Vatican, les musulmans à la Mecque et les révolutionnaires à Alger. Oh. Donc c'est dans ce contexte que le 21 juillet 1969 a lieu l'ouverture donc de notre fameux premier festival panafricain. Est-ce que c'est un festival qui dure une semaine ou c'est... Il dure 10 jours, jusqu'au 1er août. Et donc, c'est le président Ouari Boumedienne qui va prononcer un discours d'inauguration et déclarer, donc, je cite: « L'unité africaine, l'africanité culturelle est une réalité forgée aux événements de l'histoire sur une terre commune et vécue par des hommes voués au même destin. Le premier festival culturel panafricain est loin d'être un divertissement général qui nous distrait de la lutte quotidienne. Il fait partie d'un immense effort pour notre émancipation. Il fait partie du combat que nous continuons tous en Afrique à mener, qu'il soit celui du développement ou celui de la libération nationale. » On voit en fait avec ces mots, le ton est clairement donné. On voit qu'on est dans une démarche tout autre que celle qui était celle du festival de Dakar 3 ans auparavant. On a une volonté panafricaniste qui est vraiment affichée. Et si le festival reste une fête et une célébration culturelle, il va se vouloir également engagé et très politique. Et c'est tous les espoirs en fait soulevés par la décolonisation qui se retrouvent à Alger ce 21 juillet 1969 pour célébrer un panafricanisme militant et révolutionnaire. Ça, donc on a à la fois de la musique, de la danse, mais aussi des aspects vraiment militants là, qui vont se retrouver ensemble dans le même festival. Et cet aspect-là, ça va se retrouver dans ce que nous allons aborder tout de suite, c'est-à-dire qu'avec ce discours de Boumedienne, ça va marquer le coup d'envoi du défilé d'ouverture du festival, auquel donc vont prendre part 31 délégations d'artistes, mais on a également 6 mouvements de libération qui vont parader aux côtés des délégations d'artistes. Donc on voit que cet aspect militant, engagé, politique et révolutionnaire est vraiment... Sont mélangés ensemble. C'est ça, est vraiment revendiqué par l'organisation du festival. Donc comme à Dakar, on a une grande partie du continent africain bien évidemment qui est représentée, mais on va retrouver aussi le Brésil, Cuba, et puis comme je le mentionnais au début de la chronique, les pays du Maghreb, qui eux avaient été exclus du festival de Dakar en 1966. Et donc sur un parcours de plus de 10 km à travers les rues de la ville, on a des musiciens et des danseurs qui vont parader devant plus de 200 000 Algérois venus assister au spectacle. Quand même, 200 000, c'est énorme. En fait, c'est énorme, puis c'est une véritable liesse populaire. Puis il se trouve que les autorités algériennes n'avaient pas prévu un tel engouement populaire. Ils vont se retrouver un petit peu débordés. Donc les rues sont vraiment envahies, et notamment par les jeunes Algérois, pour qui vraiment ce festival représente une sorte d'espoir. Et puis on est dans un régime malgré tout militaire à l'époque en Algérie. On a espoir que ce régime-là ne dure pas à vitam aeternam, et donc on a une jeunesse très présente qui va de suite embarquer dans l'événement. Et parmi ces 200 000 personnes, est-ce qu'on a des gens qui viennent de l'extérieur aussi de l'Algérie? Tout à fait, on a des festivaliers qui vont venir d'Europe, on a énormément de médias internationaux. Donc oui, ça reste un événement international, mais qui va s'adresser malgré tout également à la population algérienne et à la population de la ville d'Alger, chose qui n'était pas le cas également avec le festival de Dakar, qui était quelque chose de plus élitiste. Donc comme je disais également tout à l'heure, comme on l'a mentionné rapidement, l'aspect politique et révolutionnaire n'est pas absent du défilé, puisque en queue de cortège, on a les 6 mouvements de libération représentés de manière officielle qui défilent, et notamment le Frélimo du Mozambique, qui eux vont carrément parader en tenue militaire, en treillis militaire. Donc on voit que en parallèle de l'aspect festif et culturel du festival, on n'oublie pas toujours cet objectif politique et militant. Pendant plus de 10 jours, cinéma, théâtre, danse, musique ou encore poésie vont être à l'honneur. Les représentations donc ont lieu bien évidemment dans les grandes salles de la ville, mais aussi dans la rue. Donc c'est vraiment accessible à tout le monde. Exactement. Dans le centre-ville d'Alger, en fait, on a de petites scènes qui vont être dressées à chaque coin de rue, et les festivaliers, tout comme les Algérois, vont pouvoir assister à des spectacles et des concerts quotidiens qui vont durer jusque tard dans la nuit. On a des soirées où les concerts vont se terminer à 3-4 heures du matin.
Donc c'est vraiment quelque chose de très différent de ce qu'on a eu à Dakar, et la fête se veut populaire, et on a Alger qui est véritablement en pleine effervescence pendant 10 jours, une ville qui quasiment ne dort pas. C'est vraiment, encore une fois, cet aspect de liesse populaire est très important à comprendre là dans ce festival panafricain, et puis on comprend aussi pourquoi il a tant marqué la mémoire des Algériens. Ah oui, parce que aujourd'hui, c'est un événement qui est très, très connu pour les Algériens. Tout à fait. On a eu une deuxième édition au courant des années 2010. OK. Et puis, en fait, c'était plus que le succès de l'édition, c'était plus une façon de se remémorer, de commémorer le festival de 1969. Comme à Dakar, donc à Alger, on aura en parallèle des festivités un symposium qui va être organisé. On va également avoir des présentations de conférences. On peut mentionner Cheikh Anta Diop, qui lui avait également été présent en 66 à Dakar, le célèbre historien sénégalais, qui va présenter plusieurs conférences donc sur le thème de l'africanité durant le festival. C'est vraiment varié là, comme festival, on a de tout. Mais encore une fois, cette dimension militante, on invite des intellectuels, on réfléchit aussi à ce concept de panafricanisme, d'identité africaine, d'identité noire et cette appartenance. Donc voilà. Parmi les artistes qui se produisent à Alger, on peut citer donc notamment le saxophoniste camerounais Manu Dibango, on aura Nina Simone, Barry White, ou encore le célèbre pianiste montréalais qui fait la fierté du quartier de la Petite Bourgogne, Oscar Peterson, qui va se produire donc à Alger. On a l'artiste sud-africaine Myriam Makeba, qui est également présente au festival, et ce qui est intéressant avec elle, c'est qu'elle faisait partie de ces artistes qui avaient été donc invités à Dakar en 66, mais qui avaient donc décliné l'invitation et refusé de s'y produire, justement du fait que le festival ne prenait pas position politiquement et était trop proche, entre guillemets, de l'ancien pouvoir colonial. Et donc Myriam Makeba, pour vous la présenter rapidement, donc c'est, je vous le disais, une artiste sud-africaine qui lutte contre l'apartheid et qui est surnommée en fait affectueusement Mama Africa par toute une partie du continent africain. En 1969, en fait, elle se trouve être réfugiée dans la Guinée du président Sékou Touré, puisqu'elle est interdite depuis 10 ans déjà de séjour dans son pays. Et donc, pendant le concert qu'elle va donner lors du festival, Myriam Makeba va chanter en arabe un chant révolutionnaire algérien qui s'intitule donc « Je suis libre en Algérie ». Et donc, elle se produit devant... ça doit faire sensation. Là. Exactement, elle se produit dans une salle devant 5000 spectateurs. Le président Boumedienne assiste au concert, puis c'est vraiment un succès total. Et en fait, à l'issue du festival, Boumedienne va accorder la nationalité algérienne à Myriam Makeba. Je vous invite, si vous êtes intéressé, on trouve une captation vidéo de cette performance. Vous trouvez ça sur YouTube. Oui, on va aller voir ça. Présent également à Alger, les Black Panthers, puis ça, encore une fois, si vous êtes des fidèles auditeurs de l'émission, vous le savez en as déjà parlé. Déjà sûrement, tout à fait, puisque ça a fait l'objet d'une de mes précédentes chroniques à l'automne dernier. Et donc, pour recontextualiser rapidement, on a Eldridge Cleaver, qui était donc le numéro 3 du Black Panthers Party et ministre de l'information également du mouvement, qui a fui les États-Unis, recherché donc pour une affaire supposément de meurtre avec la police, qui a fui les États-Unis, recherché par les autorités américaines. Il va passer 6 mois d'exil à Cuba, et en juin 1969, il débarque à Alger. Donc on est un mois avant le festival. Le 15 juillet, donc toujours 1969, on est là cette fois-ci une semaine avant l'ouverture du festival, et Cleaver va donner une conférence de presse pour officialiser donc sa présence sur le sol algérien. Quelques jours plus tard, il est rejoint par une délégation de cadres du parti. Les autorités algériennes donc accordent aux Black Panthers une représentation officielle au titre de Mouvement de libération des Noirs américains, et vont les installer dans des locaux en plein centre d'Alger. Donc ces locaux vont devenir l'Afro-American Center, qui va devenir en fait l'une des principales attractions de ce festival panafricain. On va avoir donc aussi bien les jeunes Algérois que l'ensemble des médias internationaux qui vont s'y presser pour rencontrer donc Cleaver et les autres membres du Black Panther Party. Et donc c'est autour de débats, de discussions, de conférences, mais aussi de projections de films que les Panthers vont faire connaître et diffuser leur message. Et c'est vraiment grâce à la vitrine offerte par le festival qu'ils vont parvenir en fait à faire connaître leur cause et leur mouvement à l'international. Et on a un engouement qui est tel autour d'eux, en fait, pendant cette période du festival, que tous les mouvements de libération donc présents à Alger vont souhaiter les rencontrer. Et c'est quoi un peu la réaction en fait, des autorités à la présence
les autorités à l'extérieur là, de la présence de ces mouvements de libération-là en Algérie? Alors en fait, pour les Black Panthers, mais aussi pour l'ensemble des mouvements révolutionnaires qui sont présents, il faut savoir qu'en 1967, après la guerre de 6 jours d'Israël, l'Algérie va rompre ses relations diplomatiques Oui. avec notamment les États-Unis et pas mal de grandes puissances occidentales. Donc à partir de là... Ça allait déjà pas bien, les relations. C'est ça, puis l'Algérie ne se trouve plus liée par des relations diplomatiques contraignantes, et c'est à ce titre-là que Alger devient une terre d'accueil pour tous ces mouvements de libération, et c'est d'ailleurs pour ça que les Black Panthers se trouvaient être la représentation officielle américaine au festival et sur le sol algérien à l'époque. Donc ces Black Panthers vont parvenir à établir des liens avec l'ensemble de ces mouvements de libération. Ils vont être reçus notamment à plusieurs reprises à l'ambassade de Chine, et on a une coopération qui va se mettre en place entre la République populaire de Mao et les Panthers. Et donc c'est vraiment avec le festival africain qu'ils parviennent à internationaliser leur mouvement, mais également à s'inscrire donc dans cette mouvance révolutionnaire internationale. Le soir du 31 juillet, c'est le jazzman américain Archie Shepp, donc l'un des fers de lance et puis un des plus célèbres représentants du free jazz, qui va clôturer le festival, accompagné de ses musiciens et d'un orchestre de Touareg du sud algérien. Shepp monte sur scène en fait, puis il embrasse le sol. Il est en terre africaine. Il est accompagné d'un poète, Ted Jones, qui est présent à ses côtés et qui va prononcer ces mots. Julien, si tu veux bien nous... Nous sommes revenus. Nous sommes le noir américain, le afro-américain, les Africains des États-Unis, mais de première chose, nous sommes africains. We have come back. We have come back. Jazz is a black power. Jazz is a African power. Jazz is an African music. Jazz is an African music. Donc voilà, c'est un extrait en fait de la captation live du concert d'Archie Shepp qu'on retrouve. En fait, le disque existe. Je sais pas si c'était très audible, mais en fait les mots prononcés: nous sommes revenus, nous sommes les Noirs américains, nous sommes les Africains des États-Unis, nous sommes Africains avant tout, nous sommes de retour. Jazz is a black power, jazz is an African power, jazz is an African music. Oui. Le message est vraiment très fort. Et en fait, pendant plusieurs heures, on va avoir donc Shepp avec ses musiciens ainsi que l'orchestre de Touareg qui les accompagne, qui vont improviser une véritable trance qui dure près de 2 heures. Et puis je trouve que ce concert symbolise parfaitement à lui seul l'esprit de ce premier festival panafricain d'Alger, où on a la rencontre de l'ensemble de ces différentes cultures unies autour de leur africanité commune, avec le jazz qui rencontre donc le folklore du désert algérien et les Afro-Américains qui rencontrent les Touaregs. C'est toute vraiment la portée du festival qui pendant plus de 10 jours a célébré tout à la fois et le panafricanisme mais aussi l'espoir et le militantisme, faisant en fait de ce festival d'Alger 69 l'un des événements majeurs de l'histoire culturelle du pays qui, 50 ans plus tard en fait, on l'évoquait un petit peu tout à l'heure, reste encore bien présent dans la mémoire de tous les Algériens. Bien, merci beaucoup, Clément, pour cette très bonne chronique. On rappelle, en fait, que ta première chronique sur cette série sur les festivals africains avait été diffusée le 26 février 2021. Et on va t'accueillir dans les prochaines semaines pour tes prochaines chroniques. Tout à fait. Merci, on va aller Chloé. en musique. Merci. On va aller en musique, Julien? Oui, alors on va écouter Dominique Fils-Aimé avec sa chanson « Being the Same ». Us being the same. Our souls will be back long after we've gone. Staying alive through every single trace of you. Holding you dear, holding you close, holding me too. We know it is. We know it is. We know it isn't what it seems. We know that so
this you, more of this me, more time to move. More of us being the same, just us being the same. Us being the same. Us being the us being the same. Someday we will see the path, and turns out we have never walked on our own. Us being the same. Us being the being the same. Us being the somehow we will feel the path, and turns out we have never walked on our own. Sorrows filling up your sky will make it storm on everything you know. De retour à Histoire de passer le temps sur les ondes de choc.ca. On va poursuivre l'émission avec une habituée. Tu viens souvent nous parler du régime nazi. Oui, c'est mon sujet de prédilection. Ben oui, puis cette fois-ci, tu nous parles de femmes. Oui, faire changement un peu. Et plus précisément, des mères sous le régime nazi. Oui, ben en fait, le régime nazi avait quand même plusieurs objectifs clairs à atteindre pendant le Troisième Reich, mais un de ceux qui l'a motivé le plus, c'est l'idée d'augmenter la population allemande qui était... pure, là, entre guillemets. Donc, une certaine partie de la population allemande. Une certaine partie de la population. Et de garder cette idée-là de supériorité de la race allemande qui est au cœur vraiment de leur idéologie. Donc, les personnes, en fait, qui étaient jugées comme adéquates par le régime nazi étaient encouragées à avoir le plus d'enfants possible, alors que les gens qui étaient considérés comme indésirables étaient stérilisés. Pour les Allemands qu'on encourageait à avoir des enfants, le régime nazi avait mis en place plusieurs incitations, plusieurs récompenses, si on veut. Par exemple, puis je vais y revenir un peu plus tard, là, mais les femmes pouvaient se voir décerner la croix d'honneur de la mère allemande. Bien de moins. Donc, on va voir que c'est quand même un honneur qui est ça fait un peu militaire, en fait, comme... Oui, puis en fait, c'est que les nazis voulaient vraiment que les femmes croient que d'avoir des enfants pour le Führer... même, on parlera du Führer et pas pour la grandeur de l'Allemagne, c'était aussi important pour le futur de l'Allemagne que les hommes qui allaient à la guerre. OK, quand même. Donc, c'est vraiment un côté idéologique dont on parle un peu moins, mais qui est très important là, quand on pense au régime nazi. Les couples nouvellement mariés vont recevoir aussi des incitations financières pour fonder des familles. Il y a vraiment un culte de la maternité là, qui va se mettre en place pendant le Troisième Reich. C'était vraiment aussi simple que, en fait, si les femmes n'ont pas d'enfants, la race allemande cesse d'exister et là, les races qui sont jugées inférieures vont prendre le contrôle du monde. Et ça, on veut pas ça. C'est la grosse pente fatale. Oui, quand on pense aux conspirations, là, oui, c'est ça. C'est ça. Donc, vraiment, pour s'assurer que les femmes allaient faire des enfants qui soient acceptables, en guillemets, toujours, pour le futur de l'Allemagne, le parti nazi va d'abord s'immiscer dans les mariages. Donc, à cet effet-là, il y a plusieurs lois qui vont être adoptées, qui sont nommées lois pour la protection du mariage, tout simplement. La première loi va être promulguée en 1935 avec les lois de Nuremberg et interdisait non seulement le mariage entre les Aryens et les Juifs, mais aussi toute relation sexuelle. Donc, c'est vraiment, on garde les Allemands avec les Allemands. Et on veut vraiment s'assurer qu'il n'y ait aucun enfant. Non, c'est ça. Il y a vraiment une bonne ségrégation, là, en fait, entre les statuts sociaux. Il y a l'aspect héréditaire aussi de la conception des enfants qui va être régulé par la loi pour la protection de la santé héréditaire du peuple allemand. Et cette loi-là va exiger que les couples qui voulaient se marier obtiennent un certificat d'aptitude au mariage par les autorités de la santé publique nazie. D'aptitude? Oui.
Ces certificats-là, en fait, servaient à ce que les gens qu'on jugeait comme souffrant d'une maladie héréditaire et de maladies contagieuses puissent pas se marier. Donc, on veut vraiment s'assurer que les mariages, les couples qui se forment soient le plus racialement pur et le plus propre, entre guillemets, possible. Wow. Donc, oui, le parti nazi va vraiment s'immiscer au cœur de la vie privée des Allemandes en allant réguler jusqu'à leurs relations sociales comme ça. Qui l'aurait cru? Non, hein, on s'en serait pas douté. Il y a même une dirigeante d'une des organisations de femmes qui va dire que le mariage, c'était pas une affaire privée, mais une affaire qui affectait directement le sort de la nation à ses racines même. Donc, c'est vraiment ancré dans l'idéologie nazie, là, cette importance de la pureté, mais aussi du rôle de la femme dans cette pureté de la race-là. Pour le régime nazi, en fait, le mariage avait comme but ultime de mettre des enfants au monde. On faisait pas ça pour l'amour, on faisait pas ça pour l'amitié, pour conserver des relations. Ça, c'était considéré juste comme des bonus dans la relation. C'est productif, un mariage. Exactement. Il y a pas juste arrêter un instant. On va faire des enfants pour l'amitié? Non, mais il y a des couples, des amis qui sont en couple, des gens qui s'aiment profondément et tout. Pour les nazis, ça, c'est pas important. D'accord. L'important, c'est la production d'enfants. D'accord. On n'a pas les mêmes objectifs on peut les avoir aujourd'hui, par exemple. Donc, pour avoir des enfants considérés comme acceptables par le régime nazi, la première étape, c'était de construire des couples qui seraient en mesure de les mettre au monde. Donc, pour avoir des enfants acceptables, avec des gros guillemets, faut le dire, on met des guillemets ici. Tous ces mots-là, il y a des guillemets partout. Donc, ça prend des parents acceptables aussi, entre guillemets. Oui, exactement. Et ça, c'est la première étape. Après avoir régulé les mariages, il est important de protéger les enfants qui avaient une valeur héréditaire pour le régime nazi. Et pour faire ça, le gouvernement a mis en place plusieurs mesures pour améliorer les services de maternité et de protection de l'enfance. Par exemple, en juin 1935, les organisations de sages-femmes vont être regroupées en une seule organisation, ce qui va leur permettre d'améliorer leur éducation et leur statut professionnel. Aussi, tous les centres de conseil pour la maternité vont être rattachés à l'organisation d'aide sociale du parti nazi. Et en fait, ces bureaux-là offraient des conseils et parfois même de l'aide financière aux femmes qui en avaient besoin. Il y a des maisons qui étaient fournies aux femmes célibataires dans une campagne contre l'avortement. Donc, on veut s'assurer que les femmes aient un foyer pour élever leurs enfants. Et aussi, en 1935, le ministre de l'Intérieur va ordonner que toutes les femmes enceintes devaient être suivies par un centre de conseil, donc un peu une espèce de CLSC, là, si on veut faire des rapprochements. Ce qui n'est pas une mauvaise mesure. Non, c'est rare que je dise ça qu'avec tes chroniques, là, mais non, l'effort était là. On peut dire ça peut-être comme ça. Donc, un suivi, en fait, pour prévenir tout recours à l'avortement et pour s'assurer que chaque grossesse qui répondait aux exigences nazies était supervisée. Parce qu'évidemment, à cette époque-là, l'avortement est interdit. Du moins pour les femmes ariennes. Oui, c'est ça. Faut produire des enfants. Faut pas en enlever. Donc, on veut pas que les femmes avortent. L'inquiétude, en fait, du régime nazi sur le bien-être des femmes enceintes avant et pendant la naissance était vraiment basée sur les besoins de l'État. Donc, des parents en santé étaient plus à même d'avoir des enfants en santé et eux allaient devenir à leur tour des parents pour vraiment maintenir le statut fort de la population allemande et donc de l'Allemagne. Donc, une ligne de personnes en santé, c'est ça qu'on dit. Exactement. Pas de maladie, tout va bien, la vie est rose. Donc, les femmes étaient perçues non seulement comme vraiment des procréatrices, mais aussi comme la personne qui est responsable de l'éducation des enfants. Les nazis vont donc donner aux femmes une espèce de sentiment d'importance personnelle qui allait devoir se transformer en gratitude envers le régime nazi, qui avait aussi amélioré leur statut des mères et des femmes dans la société allemande. J'imagine qu'on s'attend à ce qu'elles ne travaillent pas, ces femmes-là, si elles doivent s'occuper de l'éducation de leurs enfants? Non, puis c'est entre autres pour ça qu'il va y avoir des compensations financières pour les jeunes familles qui commencent à avoir des enfants et tout, pour vraiment encourager les femmes à rester à la maison et à propager l'idéologie et la propagande à leurs enfants. Donc, pour changer et pour améliorer le statut des mères dans la société allemande, les nazis ont mis en place plusieurs mesures. La première, c'est la propagande, tout simplement, qui était organisée à cet effet-là. C'est une mesure qui était particulièrement appréciée par le gouvernement nazi parce que ça coûtait presque rien. C'était juste des idées, des posters, des trucs comme ça qui étaient montrés. Ils ont aussi, en fait, tourné
la journée de la fête des mères en un festival national qui célébrait, et je cite, « à quel point il est beau et noble d'être mère et à quel point il était merveilleux d'avoir une mère. » Wow! Donc, oui, wow! Il n'y a rien d'autre à rajouter là-dessus. Et plus tard, en 1939, les nazis vont accorder pour la première fois la croix d'honneur de la mère allemande. Cette médaille-là servait à distinguer l'excellence de certaines mères allemandes. Et l'excellence, est-ce que ça se voit en la qualité de l'éducation qu'elle donne ou en quantité? En quantité d'enfants produits, on va dire. Donc, il y avait 3 classes à cette médaille-là. La classe bronze pour les femmes qui avaient 4 ou 5 enfants, l'argent pour les femmes qui en avaient 6 ou 7 et l'or pour les femmes qui avaient 8 enfants et plus. Est-ce qu'il y a beaucoup de femmes qui ont eu l'or? La première personne qui l'a reçu cette médaille-là, si je me trompe pas, c'est la femme en fait de Joseph Goebbels, qui était le ministre de la propagande nazie. C'est la première femme à avoir reçu cette médaille-là et eux avaient effectivement plusieurs enfants. Ouais. Les femmes qui ont reçu la Croix d'honneur avaient aussi plusieurs bénéfices et privilèges. Elles avaient droit à un traitement préférentiel et avaient la priorité dans la demande de services publics. Et même les membres des jeunesses hitlériennes avaient été ordonnés de saluer honorablement les femmes qui étaient récipiendaires de la Croix d'honneur. Donc on revient vraiment toujours à cette idée-là un peu de... Ça fait un peu militaire, en fait. Oui, c'est très militaire. Il y a toujours cette conception-là que le front interne pour les nazis, c'est aussi un champ de bataille plutôt idéologique que militaire, mais l'idée, elle est là, puis elle est bien ancrée. La bataille de la maternité. Exactement. L'encouragement des femmes à avoir des enfants a aussi passé par la mise en place du programme du Lebensborn. Ce que c'était en fait, c'est une association qui est fondée par la SS et qui est supportée par l'État nazi, qui avait comme objectif d'augmenter le taux de natalité d'enfants ariens. Le projet a d'abord été implanté en Allemagne, puis s'est transposé sur les territoires occupés là, après le début de la guerre. Parce que en fait, tout ce que tu nous parlais, là, c'est tout avant la guerre. Là. Oui, tout ça, c'est tout avant la guerre, et même ce qui s'en vient, ça l'est encore un peu. Okay. On va voir qu'il y a quand même une radicalisation importante là, avec le début de la guerre. Donc, l'organisation du Lebensborn avait plusieurs fonctions. Supporter les familles aryennes qui avaient plusieurs enfants, ensuite le soin des enfants et des mères, puis le placement et le soin des femmes enceintes qui, après un examen, allaient produire des enfants aryens. Lebensborn devait d'abord servir d'institution d'aide sociale pour les épouses des officiers de la SS. Il y avait des maisons de maternité pour les accouchements et des bureaux d'aide sociale. Le programme acceptait aussi des femmes enceintes ou qui avaient déjà accouché, pour autant que les 2 parents étaient de race pure, entre guillemets. Donc, même s'il n'y avait pas de mariage, on était correct. Là. Oui, c'est ça. En fait, il y a près de 60% des mères qui ont participé au programme qui étaient des femmes non mariées. OK. Donc, le programme a vraiment été mis en place pour protéger, pour contrer l'avortement, en fait, d'enfants racialement purs, selon le régime nazi. Parce qu'il y a une grosse stigmatisation envers les femmes enceintes non mariées à l'époque. Là. Oui, puis il y en a beaucoup. Il y en a certaines qui sont tombées enceintes de façon volontaire d'officiers allemands, aussi parce qu'elles voyaient ça comme leur façon de servir la nation allemande. Donc, c'est pousser l'idéologie à l'extrême, oui. Mais c'est une idée qui est là quand même, et ça fait... il y a beaucoup de femmes, en fait, qui se sont servies du Lebensborn pour ça. Avec le programme contre l'avortement, le Lebensborn avait comme objectif de permettre aux femmes d'accoucher en secret, à l'écart des préjugés et de la honte qu'il y avait dans la société allemande contre les femmes non mariées qui étaient enceintes. Pour conserver cet anonymat-là, les maisons du Lebensborn étaient normalement établies sur des grandes terres en campagne, donc vraiment en recul de la société. Et il y a plusieurs de ces centres-là qui étaient d'anciennes maisons ou d'établissements sociaux qui avaient déjà appartenu à des Juifs. Donc après les avoir expulsés, on les a récupérés pour les mettre au service de la nation. Il y a même une brochure du programme qui va mentionner que les femmes devaient recevoir la permission du bureau central du Lebensborn avant de pouvoir ramener leur bébé à la maison. Donc, c'est pas toutes les femmes qui arrivaient qui repartaient avec leur enfant. Un autre des objectifs du programme, c'était de mettre en place une distinction entre porter un enfant et élever un enfant. Oui. Les enfants qui étaient nés de mères non mariées étaient pris en charge par le Lebensborn et étaient éventuellement placés dans des familles nazies exemplaires. Oui. Heinrich Himmler, qui était le chef de la SS et le chef du programme, croyait que les SS allaient pouvoir élever ces enfants-là pour qu'ils deviennent de meilleurs nazis. Et dans le même sens, les dirigeants de la Ligue des jeunes filles allemandes, donc l'organisation jeunesse pour les filles, avaient été chargés de recruter des jeunes femmes dans leur organisation qui avaient le potentiel d'être des bonnes mères porteuses pour les officiers SS.
Mais voyons donc. Oui. C'est vraiment un drôle de programme. Là. Oui, j'ai pris pour acquis que c'était les femmes, les jeunes filles qui allaient sortir de ce programme-là parce que l'organisation, c'est ça, il y a des des filles mineurs. entre 14 et 18 ans. Donc, on espère que c'est celle de 18 ans. Oui. Puis on peut espérer qu'il n'y en a aucune non plus qui ait participé, mais ce sera malheureusement pas le cas. Donc tout ça, c'est avant la guerre. Comme il y a plusieurs en fait d'autres programmes nazis, le Lebensborn a été radicalisé par le début de la Deuxième Guerre mondiale. Himmler devenait inquiet que le coût humain de la guerre allait diminuer de façon trop importante le nombre de soldats qui avaient une valeur raciale pour l'Allemagne. En même temps, la guerre avait donné à l'Allemagne des nouvelles opportunités pour agrandir le programme du Lebensborn. Par exemple, les nazis vont installer plusieurs maisons en Norvège où vont naître entre 8 000 et 12 000 enfants dans le programme du Lebensborn. Quand même. Et ça, tous ces enfants-là vont être envoyés en Allemagne. Non, il y en a plusieurs qui vont rester en Norvège parce que les pays nordiques comme ça, c'était vu comme des gens qui étaient racialement valables pour les nazis. Il y avait des gènes, là, en guillemets, qui étaient très proches de ce que les nazis recherchaient pour les Aryens. Donc, c'était correct. Il y a une autre partie sombre, en fait, du programme, ça a été la germanisation d'enfants dans les territoires occupés. Le programme est devenu, en fait, impliqué dans le kidnapping de milliers d'enfants. On prenait les enfants d'Allemands ethniques, là, qu'on jugeait comme des gens qui ont un parent allemand, un grand-parent allemand. On allait vraiment chercher dans les racines. On prenait ces enfants-là et puis on les rapatriait en Allemagne. Pour être élevés par des Allemands. Pour être élevés par des Allemands. Donc, le programme les plaçait dans des familles... et on disait à ces familles-là que les enfants étaient des orphelins de guerre. Donc, on leur disait pas qu'on les avait pris des maisons, mais seulement qu'ils étaient devenus orphelins avec la guerre. Dans les derniers moments de la guerre, les dossiers des enfants kidnappés ont été détruits. Donc, on ne sait pas combien il y a d'enfants qui ont été déplacés par ce programme-là. On n'a pas nécessairement pu les ramener à leur famille non plus. Non, c'est ça. Le gouvernement polonais, par exemple, estime qu'il y a environ 10 000 enfants qui ont été enlevés pendant la guerre et qu'il y a moins de 15% d'entre eux qui ont été retournés à leur famille. Quand même. Hein? Donc, c'est beaucoup d'enfants qui ont souffert là, de ce programme-là. Mais Himmler, qui avait espéré que le programme deviendrait la source de futures générations qui seraient racialement pures, entre guillemets, a été déçu. Le Lebensborn, en fait, s'est révélé être une déception. Pas efficace. Pas efficace, non. Malgré que les maisons d'accueil du programme se vantaient d'avoir les meilleurs soins de la médecine moderne, il y a plusieurs plaintes qui ont été formulées contre les soins qui ont été offerts. Et aussi en raison de l'anonymat et du respect assez intense de la vie privée qui était valorisé par le programme, le recrutement de femmes racialement éligibles, entre guillemets, c'était vraiment difficile. Mais au moins, moi Oui, yeah. Oui, il y a ça de positif. Et aussi, alors que Himmler avait espéré sauver 100 000 enfants par année de l'avortement, il y a seulement 7 000 enfants qui sont nés en Allemagne pendant la décennie qu'a duré le programme. OK, donc c'est pas très efficace. Non, c'est pas efficace. Ça a été vraiment un échec, mais l'après-guerre a vraiment été difficile pour les enfants qui ont été issus du Lebensborn parce qu'il y a une ostracisation, la désapprobation sociale, en fait, qui venait avec leur lien d'une association eugénique nazie. Ça a vraiment été important. Là. Oui, j'imagine. Ouais. Donc, je sais pas si des études qui ont été faites comme plus tard, histoire orale avec eux autres, des études psychologiques, ça peut oui, être c'est des gens à qui on s'est intéressé. C'est des gens aussi qui avaient localement des groupes de support. Puis, en fait, les gens issus du Lebensborn se sont vraiment comme créés une communauté, si on veut. Et puis, ils ont été capables de se rejoindre un peu là, à travers ces douleurs-là et puis cette expérience-là. Merci beaucoup, Rosalie, pour une autre chronique si positive. Oui, mais c'est important d'en parler. Oui, je suis tout à fait d'accord. Donc, si vous voulez continuer sur le sujet du contrôle de la maternité, je vous conseille la chronique du 11 mai 2018, donc on s'en va en arrière, une chronique d'Isabelle Dufour sur le contrôle des naissances en Grèce antique. On va aller en pause? Oui, j'aurais bien voulu mettre la musique métal, étant donné que ça faisait longtemps que je n'en avais pas mis à la radio, mais Rosalie m'a ardemment défendu d'en mettre. Ma mère va être contente. Ta mère va être contente, heureusement. Oui. À la place, j'ai décidé de mettre une chanson extrêmement douce. Ça s'appelle « Carte du ciel » par l'artiste Vanille. Dans le silence, je rêve la nuit de toi. Et les mots sont peu pour dire que j'ai si froid.
écoutez toujours Histoire de passer le temps et on va terminer l'émission avec Kin Luen Yuen. Tu nous présentes 2 opérations d'évacuation qui ont eu lieu au Sud-Vietnam en 1975. Oui. Donc, bonjour à tous et à toutes. Donc, comme ma collègue vient de le dire, je vais parler des évacuations américaines dans la République du Vietnam en mars-avril 1975. J'ai rapidement exploré ces opérations durant la rédaction de mon mémoire de maîtrise. Donc, d'abord, pour comprendre les opérations Baby Lift et Frequent Wind, il faut savoir que les Américains, en fait, n'ont plus de présence militaire réelle au Vietnam depuis 1973, suite aux accords de paix de Paris. Suite à ces accords, en fait, les Américains se contentent de financer la République du Vietnam, mais le financement est coupé par le Congrès. Le choc pétrolier de 1973 cause également d'importants problèmes économiques et sociaux dans la République. De plus, les accords permettent à l'armée nord-vietnamienne de stationner des troupes en territoire sud-vietnamien. Il y a cependant des clauses qui autorisent les Américains à soutenir le Sud si les Nord-Vietnamiens attaquent à nouveau. Cependant, des mesures du Congrès limitent ces clauses. Les troupes qui ébranlent la République du Vietnam ainsi que la fin progressive de l'ennemi terre au nord, en fait, convainquent les dirigeants communistes nord-vietnamiens qu'il faut attaquer le Sud. Ils lancent des attaques en début 1975 qui prouvent extrêmement efficaces, persuadant les dirigeants communistes de pousser pour une invasion complète du Sud. Les assauts communistes, en fait, ravagent les forces sud-vietnamiennes qui manquent de ressources pour combattre suite aux coupures d'aide américaines. Les communistes prennent Da Nang, l'une des villes les plus importantes, en mars et commencent à attaquer et bombarder Saigon vers le début d'avril 1975. Les Américains envoient le général Weyand pour faire un rapport et la situation est désespérée. Seuls des bombardements lourds sur Hanoï, la capitale du Nord, et d'importants envois de matériel militaire pourraient hypothétiquement sauver le Sud. Au grand chagrin du président Ford, le Congrès refuse tout simplement, puisque personne aux États-Unis veut s'impliquer à nouveau au Vietnam. En guise de compromis, le Congrès octroie à Ford des fonds pour évacuer des gens à risque. Cela inclut les Américains toujours présents au Vietnam, mais aussi des citoyens sud-vietnamiens importants qui sont jugés à risque, comme des généraux clés comme Ngo Quan Trung, le plus talentueux des commandants sud-vietnamiens, ou des dirigeants comme Nguyen Van Thieu, le président sud-vietnamien. Et il y a des civils aussi qui vont être évacués? Oui. Beaucoup de gens de toutes les catégories sociales, en fait. Et donc là, ces opérations-là se traduisent par la première opération, c'est-à-dire Baby Lift. C'est une initiative que Ford ordonne le 3 avril 1975. Cette opération a un but extrêmement simple. Évacuer au moins 2000 orphelins de guerre du Vietnam afin de les sauver des communistes et les confier à des organismes d'adoption pour leur trouver des parents aux États-Unis. 2 millions de dollars sont alloués à l'opération. Les vols commencent le 3 avril. Malheureusement, une tragédie frappe l'opération le 4 avril quand un avion cargo C-5 de la US Air Force s'écrase peu après son décollage avec 314 personnes à bord. C'était le premier vol de Baby Lift, en fait. Est-ce que dans les 314 qui étaient à bord, est-ce qu'on a des survivants ou? Il y a 138 personnes qui sont tuées dans l'écrasement, puisque la soute à cargo, où se trouvaient les 150 orphelins, est complètement détruite lors de l'écrasement. Donc c'est majoritairement des enfants qui sont décédés. Malheureusement. Une enquête est rapidement déclenchée après que tous les C-5 soient cloués au sol et ils découvrent que, dans le fond, l'accident a été causé par de sérieuses lacunes dans l'entretien de l'avion. Malgré l'accident du 4 avril, les vols sont maintenus et les premiers orphelins arrivent à San Francisco le 5 avril. Ils sont accueillis par le président Ford et sa femme qui aident les enfants à descendre de l'avion. La situation est chaotique puisque les parents, en fait, qui attendent les orphelins ne savent pas si leur enfant adopté n'est pas mort durant l'écrasement du 4 avril. De nombreux vols sont également faits à l'improviste et les conditions à bord sont difficiles puisque les Américains prennent n'importe quel avion disponible, tel que des avions cargo dont les cabines sont complètement inadaptées pour le transport de passagers. Dans le fond, il manquait de temps, fait qu'ils ont fait ça extrêmement rapidement. Oui. Les vols, en fait, vont continuer jusqu'au 26 avril et arrêtent seulement puisque les Américains constatent que la situation à Saigon est tellement détériorée qu'il n'est plus sécuritaire d'évacuer par les aéroports des orphelins. Mais pendant ce mois-là, 2 à 3 000 orphelins ont pu être évacués du Vietnam. Après Baby Lift, des controverses vont émerger. Certains des orphelins ne seraient pas des orphelins, en fait, puisque les parents les ont confiés à des organismes, dont les orphelinats, pour les protéger dans le chaos de la fin de la guerre. Enfin, ils voulaient s'assurer qu'ils sortent. C'est ça. Ou juste les mettre en sécurité. Oui. Dans l'espoir que, par exemple, les communistes n'attaquent pas ces groupes-là. Cela mène malheureusement à des batailles judiciaires aux États-Unis où les parents biologiques arrivent quelques mois ou quelques années après
Baby Lift et demandent de revoir la garde de leurs enfants qui ont été adoptés. Également, certains intellectuels et militants voient Baby Lift comme une autre preuve flagrante de l'impérialisme américain qui a mené à la guerre et que les communistes auraient bien traité ces enfants après la guerre. Mais malgré ces critiques-là, en fait, l'opération Baby Lift est toujours très chaudement commémorée aux États-Unis par les différentes personnes, groupes et lieux qui ont été impliqués dans l'opération. Par exemple, on a des plaques mémorielles dans les bases et les hôpitaux qui ont été impliqués. Et les communautés vietnamiennes aux États-Unis ont cette controverse-là, ils l'ont acceptée ou pas? Ou... Je ne pourrais pas vraiment le dire. En fait, je pourrais en parler, mais ça risque de débasser. Ça va être long. Oui, c'est ça. Là, après ça, on va toucher à l'opération Frequent Wind, qui est en fait l'évacuation proprement dite de Saigon. Le but est d'évacuer les derniers Américains toujours sur place, ainsi que les Sud-Vietnamiens mentionnés plus tôt. C'est une opération en fait qui est pensée dès mars 1975, suite au rapport fait par le général Weyand qui prédisent la défaite imminente du Sud. Une force militaire, la 9th Marine Amphibious Brigade, la 9e brigade amphibie des Marines, est constituée le 26 mars 1975 spécifiquement pour l'évacuation de Saigon, avec 6 000 hommes et 80 hélicoptères dans ses effectifs. De plus, 25 navires de guerre, dont 2 porte-avions de la US Navy, le Midway et le Hancock, sont alloués à l'opération. Les premiers navires arrivent au large du Vietnam le 10 mars. Et pour Frequent Wind, il y a donc 4 options qui sont mises sur la table. La première est d'évacuer par avion civil et militaire sous la gestion du département d'État, mais est viable seulement si on n'a aucun besoin d'assurer la sécurité. La deuxième est d'évacuer par avion à l'aéroport principal de Saigon, Tan Son Nhut, et est seulement viable tant que l'aéroport n'est pas menacé par l'ennemi. La troisième option est une évacuation navale à partir du quai de Newport Pier, un port militaire. Finalement, l'option numéro 4, la dernière option, combine l'emploi de navires, d'avions, mais est principalement basée sur des vols réguliers d'hélicoptères face à une situation qui se dégrade rapidement et vise à sortir le plus de gens possible. Et c'est quoi l'option qui va être choisie? Dans le fond, à cause de la situation sur le terrain, on commence avec l'option numéro 2 jusqu'au 29 avril. Et c'est seulement arrêté quand les bombardements communistes commencent à toucher de plus en plus Tan Son Nhut. Les Américains, à ce moment-là, décident de passer à l'option numéro 4 et déclenchent ce qu'on connaît comme étant Frequent Wind. À ce moment, près de 51 000 personnes ont déjà été évacuées, dont 2678 orphelins. La majorité, en fait, des évacués l'ont été seulement après le 21 avril, suite à la défaite de la 18e division de l'armée sud-vietnamienne à Trung Loc, au nord de Saigon. Avant cela, seules 6 000 personnes avaient été évacuées. Frequent Wind est donc déclenché le 29 avril à 10h51 avec le message suivant sur la chaîne des forces américaines, la chaîne radio. The temperature in Saigon is 105 degrees and rising. Ce message est suivi par la chanson White Christmas de Bing Crosby. En avril? Oui, je sais, c'est un peu particulier. Qui est joué pendant 30 secondes et tout le message est répété aux 15 minutes. Les évacuations se font par hélicoptère à partir de Tan Son Nhut avant d'être transférées vers l'ambassade américaine à 22h50. Ironiquement, l'ambassade n'a jamais été considérée comme lieu d'évacuation dû à la présence de décorations et d'obstacles sur le terrain, mais les Marines qui gardent l'ambassade dégagent très rapidement le terrain. Donc ça va être une opération qui va être quand même très courte, là. Oui. En fait, les hélicoptères partent à tous les 10 minutes de l'ambassade avec des passagers à bord. Le dernier vol, dans le fond, Ford va ordonner la fin de l'évacuation à 3h27 du matin, le 30 avril, et permet à 20 hélicoptères de faire un dernier vol. L'ambassadeur américain, Martin, est évacué à 4h58, tandis que les derniers Marines américains embarquent à 7h53, marquant la fin officielle de la présence américaine dans la République du Vietnam. Dans les faits, il y a encore quelques agents de la CIA qui vont rester là pendant quelques jours, mais ça, c'est une autre histoire. C'est la CIA, on ne fouille pas trop, on sait tous ce qu'ils font dans ce genre de choses. Les efforts américains permettent d'évacuer 5700 Sud-Vietnamiens durant Frequent Wind. En même temps que les Américains évacuent Saigon, les pilotes de l'armée de l'air sud-vietnamienne font des efforts héroïques en faisant des vols à sens unique vers les navires américains à bord de leurs hélicoptères militaires. Leur but est de sauver le plus de leurs compatriotes face à l'avancée des communistes et ils le font avec énormément de talent et de compétences. En effet, ces pilotes ne sont pas formés sur l'atterrissage d'hélicoptères en haute mer. Dans le fond, ils ne sont pas formés pour atterrir sur les navires de guerre
sur les hautes mers, mais ils réussissent malgré tout. Il n'y a pas d'accident quelconque rapporté. Leurs hélicoptères, une fois vidés, sont poussés par-dessus bord pour permettre à d'autres d'atterrir. Il y a même les exploits du Major Lee Bung qui vont devenir célèbres. C'est un pilote sud-vietnamien qui va tenter d'atterrir un Cessna, un petit avion, avec sa femme et ses 5 enfants, sur le porte-avions, le USS Midway, sans jamais avoir eu de formation pour atterrir sur porte-avions, avec un avion qui n'a jamais été conçu pour un tel exploit. Ça a fonctionné? Miraculeusement, oui. Malgré les conditions difficiles, c'est-à-dire la présence de d'autres hélicoptères qui atterrissent régulièrement et le fait que la piste d'atterrissage sur le porte-avions est complètement trempée à cause de la pluie. L'équipage, en fait, réussit à libérer le pont d'atterrissage alors qu'il ne reste que 15 minutes dans l'avion du Major et il réussit à faire un atterrissage parfait avec son avion malgré les conditions difficiles. L'équipage du USS Midway est si impressionné et touché par l'exploit qu'ils finissent par lever des fonds pour permettre à Lee Bung et à sa famille de recommencer leur vie aux États-Unis, tandis que son avion est aujourd'hui exposé dans un musée en Floride. D'autres efforts, tels que l'évacuation clandestine de la marine sud-vietnamienne, sont entrepris durant la même période. L'évacuation de la flotte sud-vietnamienne à elle seule permet de sortir 30 à 40 000 personnes. Finalement, lorsque Frequent Wind se termine et que les navires américains quittent le large du Vietnam, près de 140 000 réfugiés partent avec eux pour les États-Unis. Ces réfugiés vont se retrouver sur différentes bases militaires du Pacifique avant d'être transférés vers les États-Unis, où ils s'installent ou font escale avant de quitter vers d'autres pays tels que le Canada. Comme Baby Lift, certaines critiques finissent par émerger après la fin de l'opération. D'abord, on se questionne si les gens évacués sont réellement dignes d'être évacués, puisque l'opinion publique américaine a l'impression en fait que ce sont les gens les plus privilégiés qui ont été évacués et donc des profiteurs de guerre. Est-ce que c'est le cas? Non. Je vais y revenir. Également, la nature chaotique et improvisée selon certaines critiques de l'opération est critiquée puisque de nombreuses familles sont séparées durant l'évacuation, tandis que d'autres sont abandonnées au Vietnam et connaîtront des sorts absolument épouvantables. Certaines critiques parlent même de Frequent Wind comme étant une tentative des États-Unis de se donner une bonne conscience après la fin d'une guerre controversée en sauvant une poignée de gens. Les critiques concernant les évacués, pour revenir à ta question, sont non fondées, puisqu'il y a des gens issus de toutes les classes sociales. Également, les proportions de ces classes-là sont représentées au même niveau que dans la société américaine. Quant à la nature improviste, il suffit de regarder les préparatifs importants du mois de mars, ainsi que les différents plans envisagés, pour constater que la critique ne tient pas nécessairement. Finalement, beaucoup des participants vont admettre que oui, ça leur a donné bonne conscience après l'opération parce qu'ils ont pu sauver des gens et que c'était la moindre des choses qu'ils pouvaient faire dans le contexte. Merci beaucoup, Ken, de votre chronique. Si vous voulez poursuivre un peu sur ce thème-là, on vous suggère une chronique d'Édith Champagne du 13 avril 2018 sur les réfugiés de la Première Guerre mondiale. Et bien, c'est déjà tout pour aujourd'hui, pour l'émission Histoire de passer le temps. Merci à tout le monde d'avoir été là. Merci, Julien, à la régie. Merci à nos chroniqueurs et chroniqueuses, donc Clément, Rosalie, Ken, merci. On vous rappelle que vous pouvez réécouter toutes nos chroniques à Histoire de passer le temps sur Facebook, sur Internet, à choc.ca et sur la plupart de vos plateformes de balado-diffusion préférées. Bonne fin de semaine à tout le monde et on se revoit vendredi prochain pour une autre émission d'Histoire de passer le temps.